Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guyane, actualité. Guadeloupe, actualité. Les élections législatives sont terminées. Olivier Servat reste le député de la première circonscription. Largement plébiscité par sa population, il remporte l'élection avec 74% des voix. Le résultat d'un travail de terrain et des prises de position risquées tant sur le chlordécone que sur la gestion de crise. On l'écoute. Ma population qui m'a fait confiance aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant qu'elle continue à faire confiance à son enfant des abîmes pour qu'il puisse continuer à travailler avec le groupe Outre-mer. Parce que c'est bien ça l'idée. On s'y est engagé, on veut le faire, on a déjà des contacts. J'espère, et je fais un appel aux 3 autres députés élus pour savoir quelles sont leurs sensibilités par rapport à ça. Ne pas se laisser engloutir par des vieux partis avec des mauvaises méthodes d'un ancien temps. Nous, on veut créer notre maison à l'Assemblée nationale, la maison des Outre-mer. Voilà l'objectif avec sérieux, humilité, le travail, l'engagement. On va forcément discuter très rapidement pour savoir comment on peut être utile finalement à notre pays dans la logique et surtout pas se faire écraser, broyer par des partis qui voudraient redorer leur blason, je pense au PS, etc. Bon, on n'a rien contre le PS, on n'a rien contre qui que ce soit, mais enfin, Guadeloupe, Douvant, on veut créer d'abord le groupe Outre-mer parce que nous avons 15 ans à l'Assemblée nationale et j'espère qu'ils seront dans cette logique-là. La naissance du groupe Outre-mer qui est peu probable, mais en tout cas Olivier Servat semble tenir à l'idée. Et dans la deuxième circonscription, Christian Baptiste, lui, s'impose face à la députée sortante Justine Bénin. Mené au premier tour, il a su rattraper son retard grâce à l'aide du Rassemblement de gauche. Et s'il doit quitter ses fonctions de maire pour s'envoler vers l'Hexagone, il entend défendre ses conceptions humanistes et progressistes. Le reportage. C'est vraiment symbolique, mais c'est aussi une valeur parce qu'on a entendu l'appel que nous avons lancé dans cette campagne électorale. C'est la victoire du renouveau. Aussi d'une autre façon de faire de la politique, parce que je crois que lorsqu'on est en politique, il faut savoir aussi transmettre des valeurs et tenir un discours de vérité et non pas de démagogie. Et donc c'est la victoire de la Guadeloupe et des Guadeloupéens, particulièrement de ceux qui ont cru effectivement en ce discours que nous avons tenu. Et donc, par conséquent, je remercie l'ensemble des électeurs, mais aussi je remercie l'ensemble de tous ceux qui nous ont accompagnés, et particulièrement ceux qui ont désisté, qui ont porté leur voix au deuxième tour, les abstentionnistes qui se sont mobilisés pour qu'il y ait une autre alternative, une union de la gauche pour que la Guadeloupe et les Guadeloupéens soient convenablement entendus au niveau de l'Assemblée nationale. Et bien évidemment, nous espérons bien sûr que cette union de la gauche va emboîter le pas au niveau national. Bon, ça va être compliqué pour l'union de la gauche, vu qu'ils ont un peu déjà implosé avec le Parti communiste, les socialistes et les écologistes qui refusent de signer sous la bannière de la France insoumise et de la NUP, finalement, à l'Assemblée nationale. Max Mathiazin, lui, sort d'un âpre duel dans la 4e circonscription. Il l'emporte de justesse face au représentant du Rassemblement national, Rodi Tolassi. L'élection la plus difficile pour ce politique qui regrette une campagne calomnieuse à son égard. Le reportage. Eh bien, ça a été une élection très très difficile. Je pense que c'est l'une des élections les plus difficiles de ma carrière politique, alors que j'en ai déjà connu, vous imaginez. J'ai eu un adversaire extrêmement coriace. Ça a été aussi une élection basée beaucoup sur des contre-vérités, beaucoup de contre-vérités qu'il fallait surmonter, et puis caricaturale, dans la mesure où toute la campagne a été caricaturale entre macronistes et pas macronistes. On m'a accusé de ce que je ne suis pas, et on a joué beaucoup sur la sensibilité du peuple à l'issue du vaccin, pour ceux qui sont suspendus, etc. On a joué sur la corde sensible uniquement de la Guadeloupe, mais donc il n'y avait pas de politique véritable en profondeur. Mais tout de même, la victoire est là. Ce ne sera que continuer ce que j'ai commencé.
Et le dossier qui nous attend fondamentalement, au-delà du dossier de l'eau et des dossiers courants que nous avons et qui sont nécessaires pour la Guadeloupe, nous avons un dossier fondamental, c'est voir comment nous pouvons tirer des leçons du message qui nous a été envoyé par l'élection présidentielle, mais également par ces élections législatives, de voir comment tous les politiques guadeloupéens vont se mettre à table pour pouvoir, autour d'une table, pour pouvoir travailler à un véritable projet. On peut appeler ça projet, on peut appeler ça plan, appelons ça comme nous voulons, mais c'est ce que la jeunesse attend de nous, c'est ce que la population attend de nous, parce que nous avons des choses à faire pour notre pays. Et c'est ça qui est le plus important. Max Mathiazin qui s'est donc imposé dans la 3e circonscription. Et Élie Califère, lui, a transformé l'essai dans la 4e. Seul candidat suite au désistement de Marie-Luce Panchard, il a tout de même obtenu le nombre de suffrages nécessaires pour son élection. Regardez. Nous sommes heureux pour nous-mêmes parce qu'on a mené un travail, disons, qui était époustouflant mais qui a donné des résultats. Et c'est aussi un travail collectif que les équipes ont mené avec ardeur. Donc nous sommes heureux aussi pour les équipes qui voient leur travail gratifié. Et quand bien même c'est un contexte particulier, on a été au 2e tour sans adversaire qui nous lâchait en pleine campagne. Mais disons, l'essentiel c'était que Nadia et moi-même, nous arrivions à un résultat positif. Et ce qui est à saluer, c'est les électeurs ont fait de gros efforts quand même. Aller voter alors que il n'y avait pas de challenge, quoi. C'était presque bon. Et on a eu 4000 suffrages supplémentaires, c'est à saluer. Donc il faut remercier l'ensemble, disons, des maires, des équipes municipales, les sections du PS, les groupes locaux qui nous ont accompagnés, et bien le sénateur, toutes les équipes qui nous ont accompagnés. Et bien sûr, j'avais fait, avec Nadia, on avait fait une espèce de rassemblement quand même de tous les démocrates. Et en moins de mois, nous arrivons à faire campagne et à faire entendre, disons, nos propositions qui sont partagées parce que même nous sommes seuls, les gens viennent voter pour nous comme, disons, un signe d'adhésion. Et là maintenant, comme j'aime à dire, il y a la campagne, le temps de la campagne, après vient le temps du travail. Et après ces élections, 2 communes se retrouvent orphelines puisque les cumuls ne sont pas possibles entre les fonctions de maire et de député, n'est-ce pas? Et donc la ville de Sainte-Anne n'a pas de maire pour l'instant. Bon, des élections devraient se tenir, ainsi que la ville de Saint-Claude. Et avant de se rendre en Hexagone, les députés Olivier Servat et Max Mathiazin ont rendu visite au personnel suspendu. Un passage symbolique au BIC à résistance au CHU notamment. Le reste en images. Oui, c'est une action symbolique. On vient d'être élu à la députation et avec le collègue Mathiazin, j'ai voulu rencontrer le personnel suspendu au CHU et aussi sur toute la Guadeloupe, sur le BIC. Pourquoi? Pour leur signaler et leur signifier que le dossier prioritaire pour nous, c'est la réintégration des soignants suspendus non vaccinés et aussi qu'ils soient indemnisés sur leurs jours non travaillés et non payés. Eh bien, comme nous toujours répété, nous, de toutes les manières, nous avons mené combat en nous, si le terrain, si tous les terrains, quel que soit, mais qui ouvre pas, il y a des députés qui est élu en plus, WW, tout neuf, et il y a un rôle à jouer. Donc, c'était effectivement important que nous rappelions qu'il y a un rôle, mais que surtout que la situation est très urgente, parce qu'il y a répété pendant la campagne, il y a tout qu'effectivement, qu'il y a que gourmet pour réintégration à les soignants, que c'est pas normal, que la situation est catastrophique. Donc, à présent qu'il y a élu, nous avons rappelé que véritablement, la situation là catastrophique et urgente. C'est une symbolique importante parce que je pars à Paris demain, il y a une constitution de groupe, on va se battre pour le groupe parlementaire, on a accusé réception de leurs demandes et on leur dit qu'on est effectivement à la tâche avec eux au combat pour que à la fois ces personnels puissent réintégrer leur service, pouvoir être au chevet du soignant parce qu'on a des déserts médicaux en Guadeloupe, on ne peut pas accepter que ne serait-ce qu'un doigt, qu'une main, qu'un pied, qu'une tête de soignant manque au chevet du soignant. Et puis on doit aussi dire
que derrière ces personnes, il y a des enfants, des étudiants qui doivent poursuivre leurs études. On ne peut pas accepter que tout ceci soit pénalisé. Je dis aussi que nous avons affaire à des personnels qui sont formés, des personnels qui ont un diplôme et on ne peut pas leur demander de traverser la rue parce qu'en fait, nous sommes entourés d'eau. Donc c'est important. Il y a eu des échanges directs. On a entendu la souffrance des hommes, des femmes, des personnes et on ne peut que entendre cela et on ira défendre ceci bec et ongle. Le président de la République a déjà dit oui, puis non, puis oui, pas bien savent, mais en tout cas, il n'a pas la majorité là. On fera en sorte que nous puissions peser politiquement pour qu'il puisse rapidement réintégrer nos soignants en Guadeloupe, en Martinique. Et que donc, par conséquent, il faut que tout de suite, qu'il fait ça qu'il y a fait pour faire en sorte que de supprimer le décret là, ça, de mettre en place un nouveau décret pour réintégration à les salariés, pour payer le salaire à eux qui ont doué depuis fort longtemps, mais pour aussi payer les préjudices subis. Parce que 8 mois sans salaire, on a bien pensé que ça a fait un lot et c'est véritablement des résistants puisque c'est des gens qui ne peuvent pas nourrir famille à eux, qui ne peuvent pas payer loyer à eux, qui ne peuvent pas payer voiture à eux, qui peuvent recevoir des lettres de relance tous les jours et qui malgré tout là, déterminés et toujours au combat. Donc simplement c'était pour rappeler qu'il y a un rôle et que là par conséquent, compte tenu de la situation là, qui pour les salariés, mais qui pour les Guadeloupéens, puisque nous bien entendons que les urgences qu'a fermé aussi, donc qui pour les salariés, qui pour les Guadeloupéens, rappelez-vous que la situation là vraiment très grave et que là il faut porter mon œuvre. Et notez effectivement que les services hospitaliers se préparent à la période des grandes vacances. Vous le savez, l'activité va augmenter dans les prochains jours. Et en vue de cela, puisqu'ils n'ont toujours pas acté la réintégration des 15 000 personnels suspendus à travers la France, eh bien, ils ont sorti un arrêté, l'arrêté du 10 juin 2022, qui prescrit donc des mesures nécessaires à la gestion de sortie de crise. Et considérant que la crise sanitaire nécessite aujourd'hui des besoins important d'infirmiers et d'aides-soignants pour faire face aux fortes sollicitations du système de soins, que la pénurie actuelle de ces personnels dans les établissements de santé et médico-sociaux entraîne des difficultés d'organisation des soins, et ce particulièrement dans les services d'urgence, que de fortes tensions en ressources humaines dans ces établissements sont anticipées pour la période des congés d'été, et bien qu'il convient en conséquence de permettre aux étudiants en soins infirmiers et élèves aides-soignants en attente de délivrance de leur diplôme de réaliser respectivement des vacations d'infirmiers ou d'aides-soignants afin de pouvoir exercer dès la fin de leur formation et ainsi intégrer les effectifs disponibles le plus rapidement possible à l'approche de la période des congés estivaux de 2022. Donc grosso modo, on va miser un peu sur les étudiants tout juste diplômés pour pallier au déficit dans les hôpitaux publics. Et on enchaîne avec la semaine caribéenne de dépistage du VIH à Trois-Rivières. La Maison de la Santé informe sur les IST. Le reste en images. Aujourd'hui, la Maison de Santé s'associe au CEGID et à AIDS pour organiser cet événement d'information et de dépistage dans le cadre de la semaine caribéenne de dépistage des infections sexuellement transmissibles, les IST. Voilà. Et l'idée, c'était que la Maison de Santé puisse s'inscrire dans cette semaine et puisse proposer à Trois-Rivières, à la population de Trois-Rivières, d'être informée et de se faire dépister sur place en fonction de leurs souhaits. Je fais un test à madame, un test TROD, un test combiné VIH syphilis. On va avoir le résultat rapidement. Alors, attendez, j'appuie bien fort. Alors, on prélève le sang. Voilà. 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 OK. Voilà. Voilà. On met le petit liquide là-dedans, le liquide sanguin là-dedans. Je ferme. On verse dans la cupule. On verse un petit peu. Voilà. C'est simple à faire. Et on va verser le diluant. Et on aura le résultat tout à l'heure. Là, normalement, il faut qu'il y ait un point qui apparaît, c'est le point de contrôle, un petit point bleu. Ça veut dire que le test a bien fonctionné. Il est fiable.
et il n'y a pas d'autres points qui apparaissent. Donc, madame, votre test est négatif. Ça veut dire que vous n'avez, au jour d'aujourd'hui, ni VIH, ni syphilis. Il faut savoir que nous avons une permanence, une fois par mois à la maison de santé, ici à Trois-Rivières. Mais dans le cadre de la semaine caribéenne de dépistage, nous avons, une journée un peu plus amplifiée, avec des horaires différentes, pour justement faire de la prévention, la lutte contre le VIH et les hépatites, notamment le B et le C. Enfin, en dépistage, nous, on fait le B et le C. Voilà. Alors, habituellement, nous proposons aux personnes, certes, de faire les dépistages, mais aussi nous apportons d'autres informations à base de la documentation de toutes sortes, gratuites, que les gens donc peuvent prendre et consulter chez eux. Et nous avons aussi un autre outil de prévention qui est le préservatif. Alors, nous avons le préservatif interne, le féminin, et le préservatif externe, le préservatif masculin. Retour maintenant sur cette visite de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe à la Dominique. Les entrepreneurs sont partis en quête de nouvelles opportunités d'affaires, comme saisir le créneau des énergies renouvelables comme le solaire, histoire effectivement de vendre nos produits à nos voisins de la Caraïbe. Le reportage. Vous allez voir ici, je pense que c'est une très très bonne chose. Et je pense que c'est l'heure maintenant de l'aborder peut-être de manière un peu différente, de laisser un peu le secteur privé faire et de passer à du concret. Parce qu'en fait, il y a des besoins des deux côtés. Finalement, on se rend compte que on gère tout ça avec un peu une approche d'export et de vendeur, alors que c'est un marché d'import et d'acheteur. Et la meilleure preuve, c'est que la ministre vient de donner des statistiques. Moi, j'avais toujours dit c'est 20 millions d'euros par an d'export de la Guadeloupe vers la Dominique. Elle confirme 50 millions d'ici, on n'est pas loin. Pour cette mission commerciale, nous espérons créer de nouvelles opportunités d'affaires pour les entreprises de la Guadeloupe et de la Martinique à la Dominique, puisque nous voulons vraiment créer de nouvelles synergies entre ces entreprises qui sont dans un territoire avoisinant, dans la même région, et nous pensons que nous avons beaucoup à gagner à travailler ensemble. Donc créer des opportunités entre nous et surtout faire en sorte de développer économiquement notre région et de supporter, de vraiment mettre en place des choses pour redonner la force à nos entreprises locales. Synergie Caraïbe, c'est une société qui travaille dans les énergies renouvelables. Donc nous faisons tout ce qui est achat et vente de matériel photovoltaïque. Nous faisons aussi tout ce qui est pompage solaire et aussi le petit éolien. Nous faisons des formations pour des éoliennes de type pigote, c'est des éoliennes domestiques. Et notre nouveau métier, c'est l'électromobilité. Et justement, sur Marie-Galante, nous sommes en train de développer 3 plateformes de gestion multimodale pour le rechargement de vélos à assistance électrique et de véhicules électriques. L'objectif, il est simple, parce que tous les matins, quand je me réveille, je vois la Dominique en face de moi et je me dis qu'il y a une opportunité d'aller travailler avec nos voisins. Donc il s'agit de mettre en place une coopération avec les îles qui nous sont proches. Et donc je sais qu'il y a un potentiel, que ce soit au niveau des agriculteurs, au niveau des hôteliers, pour des opérations pour être autonome en électricité et aussi en eau chaude sanitaire. Et donc aujourd'hui, grâce à l'appui de la Chambre de commerce et de la région Guadeloupe, je suis présent avec ma société en Dominique pour le développement de ma société. Et on enchaîne avec le premier séminaire sur la sécurité publique, puisque les autorités sont inquiètes avec une délinquance violente en augmentation. C'est sans compter la recrudescence des violences faites aux femmes et intrafamiliales. Agnès Pacaille, le reportage. C'est un séminaire sécurité publique afin de faire le point, comme vous l'avez dit, sur l'état de la délinquance. Et malheureusement, on voit que la délinquance violente progresse sur le territoire de la Guadeloupe. Les homicides sont en forte augmentation. J'ai parlé également de la sécurité routière, où on est sur un constat qui est toujours dramatique, avec une augmentation des blessés graves et des morts sur nos routes. Si on a certains items, une certaine partie de la délinquance qui recule, les atteintes aux biens notamment dans les entreprises, on est particulièrement préoccupé
collectivement par les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales, les homicides et les violences à main armée qui progressent sur notre territoire. En Guadeloupe, nous avons effectivement un département qui est vraiment impacté par la délinquance de toutes sortes. C'est souvent des agressions, des incivilités, ça peut être des vols à main armée, ça peut être des cambriolages. Donc effectivement, pour les communes qui se munissent de vidéoprotection, c'est un atout qui permet effectivement d'identifier les auteurs et de les interpeller. Solution, comme j'ai expliqué, en matière de sécurité, il faut la bâtir ensemble. La sécurité, c'est la problématique de tous, c'est la base de notre société. L'insécurité, c'est finalement le constat d'un désir moindre de vivre ensemble, de moins respecter les règles. Ça commence déjà, comme je l'ai dit, au sein des familles, en expliquant à ses enfants que porter une arme, consommer de la drogue, c'est mal. Ça se construit également entre les services de la préfecture et les collectivités, à travers toutes les réunions qui peuvent se produire, CLSPD, les conseils locaux de prévention de la délinquance, le financement d'actions de prévention, des partenariats avec l'éducation nationale ou des partenariats avec les associations qui luttent contre les violences, qui aident les victimes ou qui luttent contre les addictions. Donc la réponse, elle est collective, elle doit être globale. Elle ne sera pas instantanée, on le sait, vu le constat, elle sera longue et elle doit être partagée, elle doit être acceptée aussi bien par les Guadeloupéens que par les collectivités et mise en œuvre par tous. Malheureusement, la population, certaines personnes dans la population ne font pas cet effort et déposent un petit peu partout des immondices. Ça pose effectivement des problèmes d'incivilité, de désordre, de salubrité. Et donc il y a des dispositifs qui permettent effectivement de contrer ces personnes qui sont un peu en marge de la société, parce qu'on veut une société effectivement qui semble propre. Et donc, aujourd'hui, il y a des dispositifs qui permettent d'identifier ces personnes qui déposent un peu n'importe où, sur notre île, notre belle île, des immondices. Et aujourd'hui, on peut s'en prémunir, bien sûr. Un reportage signé Olivier Félix. Et maintenant, je reçois Dalila Eustache, qui est déléguée à l'insertion par l'activité économique à la ville de Bémao. Elle est en compagnie de Valérie Dacalor, directrice enfance, jeunesse, famille et cohésion sociale, toujours à la ville de Bémao. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bon, la ville de Bémao qui régulièrement effectivement réalise des opérations en faveur des jeunes, mais plus globalement pour l'insertion effectivement sur son territoire. Et donc vous revenez encore avec un job dating. Ça n'arrête pas finalement à la ville de Bémao. Écoutez, c'est dans le cadre de la fête patronale. Madame le maire a souhaité faire un focus sur l'insertion. Donc, nous avons proposé un job dating nocturne, on va dire, de 17h30 à 20h30, donc à la friche industrielle, où nous allons, en partenariat bien sûr avec le Pôle emploi, la mission locale et l'association Alévini, donc une centaine d'offres d'emploi pour les candidats dans le domaine du BTP, du commerce, de l'industrie, de la restauration. Donc on veut dire c'est dans les domaines de l'intention. De la logistique également. Voilà, dans la logistique également. Donc en fait l'idée c'est vraiment dans un contexte on sait bien économiquement très fragile. Donc on a voulu vraiment porter l'accent sur un job dating pour permettre à un profil de candidats qui ont le profil dans ce domaine de pouvoir s'inscrire et pouvoir venir trouver un emploi durant ce job dating nocturne. Il n'y a pas de présélection avant, tout se fait au moment du job dating. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des inscriptions, il y a une inscription qui se fait en ligne, des candidats. Donc ceux qui sont inscrits, s'ils ont le temps, ils peuvent bénéficier d'un coaching auprès de Pôle emploi. Et aussi, il y aura sur place un coaching rapide pour ceux qui viendront. Juste avant l'entretien ? Juste avant. Donc, il y a cette possibilité pour ceux qui arrivent et qui n'ont pas bénéficié et qui n'ont pas pu s'inscrire, bien sûr, en ligne. Donc, ils auront ce coaching rapide express avant l'entretien. Donc, ils ont cette possibilité. Très bien. Pourquoi de nuit cette fois-ci ? Eh ben, c'est justement. En général, c'est toute la journée. Exactement. Donc, la ville de Bémao a souhaité innover et surtout avoir cette plage disponible, en fait, parce que nous savons que nous sommes dans la période d'examen. Aussi, nous avons aussi beaucoup d'étudiants qui reviennent au pays. Donc, l'idée, c'est vraiment trouver une plage horaire, disponible où tout le monde pourrait justement se rendre disponible, venir sur job dating, rencontrer les employeurs. Voilà, dans 5 minutes,
voilà, convaincre l'employeur. Donc, pour convaincre, il faut des outils, c'est-à-dire la tenue vestimentaire correcte, mais aussi trouver beaucoup d'arguments pour se motiver, voilà, se motiver, montrer sa motivation pour le poste qui va être pourvu, voilà, les 100 postes et plus qui vont être proposés par les employeurs. Donc, est-ce qu'on peut rappeler les domaines justement d'insertion, les domaines qui sont concernés? Alors, les domaines concernés, c'est le BTP, l'industrie, la logistique, le commerce, ainsi que la restauration. Très bien. Donc, métier sous tension, c'est un job dating qui est ouvert à tout public ou qui est plutôt pour les jeunes? En général, on fait des actions pour les jeunes. Tout public, surtout après la période que nous venons de connaître. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes, des gens qui ont perdu leur emploi. Et là, il y a aussi des personnes en reconversion, excusez-moi. Et donc, c'est ouvert à tout public. Et il y a aussi beaucoup de postes d'encadrement proposés donc, dans ces différents domaines. Donc, on demande aux candidats de faire très attention à la tenue vestimentaire, de venir avec leur CV en main, et bien sûr de se préparer, parce que c'est 5 minutes pour convaincre. Voilà. Et pas plus. Voilà, pas plus. C'est un job dating. C'est vite fait. Alors l'idée, c'est que voilà, comme il dit, c'est vraiment 5 minutes pour convaincre, et par la suite, si le candidat est retenu, on va dire, lors de ce premier job dating, il sera après un autre entretien avec l'employeur sur site, à l'entreprise, voilà, pour pouvoir justement poser d'autres questions et aller encore plus loin dans la démarche d'insertion. Voilà. Et visiblement, c'est Chris qui parraine cette opération. Tout à fait. Pourquoi Chris? D'ailleurs, on parlait de la CCI, Chris, qui est un peu partout dans voilà. le développement économique. On le salue, on le félicite pour ça d'ailleurs. Alors l'idée, c'est-à-dire que nous savons que Chris a une association Destination Réussite, donc où il a l'ambition justement de pouvoir partager avec les jeunes son expérience professionnelle et surtout les motiver à pouvoir créer, innover dans l'insertion professionnelle. Donc c'était l'image qu'on souhaiterait donner justement à notre job dating, sachant qu'il est innovant par rapport à l'horaire, mais surtout donner une bonne image de voir qu'un Guadeloupéen est là, il réussit et veut justement motiver les autres à suivre son chemin. Tout simplement. Oui, la fin de journée, c'est pas une mauvaise idée. En plus, il fait chaud. C'est pas une mauvaise idée. Pour les chefs d'entreprise aussi. Donc, ils ont le temps de faire leurs affaires la journée. Voilà, tout à fait. Après la sortie de bureau, donc venir et voilà. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Alors on demande justement à tout le monde, aux jeunes, des personnes, aux jeunes spécialement, mais tous les candidats qui seraient intéressés, de s'inscrire sur le site internet ape.97710@pôle-emploi.fr. Voilà. Donc, ils s'inscrivent et à ce moment-là, on va les recevoir. Ils sont accueillis sur le site de la Friche. Et comme m'a dit Madame Eustache, il y aura déjà des stands pour pouvoir les aider à préparer leur entretien. Donc, un mini coaching. Voilà, les mettre en jambes pour pouvoir justement aller à la réussite de leur job dating, dans le recrutement. Et également, c'est une cinquantaine de partenaires, une cinquantaine d'entreprises. Une cinquantaine de partenaires, plus d'une centaine de postes disponibles quand même. Qui seront présents sur le site de la Friche industrielle à Bémao. Et je précise encore la date, c'est le mercredi 22 juin, à partir de 17h30 jusqu'à 20h30. Mercredi 22 juin à partir de 17h30 à la Friche industrielle. Voilà. Vous avez ce job dating, donc il y a à peu près 5 secteurs d'activité, des métiers sous tension, une centaine de postes disponibles. Vous devez envoyer on va rappeler le mail quand même avant de se quitter. Alors, dites, ape.97710@pôle-emploi.fr. Donc nous attendons tout le monde. Voilà, nous serons là pour vous accueillir et nous espérons vraiment que tout le monde sera satisfait de cette manifestation. Et j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas oublier le CV en main. Très important. Si on fait un job dating sans CV, voilà. Tu n'es pas encore assez motivé. Tout à fait. Merci beaucoup, je le rappelle, Dalila Eustache, déléguée à l'insertion par l'activité économique à la ville de Bémao, qui était en compagnie de Valérie Dacalor, directrice enfance, jeunesse, famille et cohésion sociale, toujours à la ville de Bémao. Merci à vous. Merci, c'est nous qui vous remercions. Et on part avant de se quitter à la découverte du K-thérapie, une nouvelle activité qui fait carton plein dans les EHPAD. Basée sur la musicothérapie, ces moments de détente plaisent particulièrement à nos aînés. Le reste en images. La
Aujourd'hui, nous fêtons la musique avec le cas à travers une action qu'on a mis en place sur les 2 résidences qui est le cas thérapie. Donc l'accompagnement du résident par le biais de la musique, donc musicothérapie, et en utilisant un instrument traditionnel. Le projet cas thérapie, effectivement, consiste à vraiment aider nos résidents à se resituer un petit peu dans leur histoire, hein, puisque notre thématique de cette année, c'est vraiment culture et tradition. Donc, traditionnellement, c'était important aussi pour nous de poser le cap, mais le cas qui va nous permettre aux résidents de travailler effectivement le rythme, travailler cette histoire, travailler la gestuelle, travailler la mémoire. C'était aussi très important, être dans le mouvement. C'était très important pour nous, effectivement, de poser cette notion traditionnelle, d'allier la tradition et la thérapie. Le rôle du cas thérapie, en fin de compte, c'est de mettre en valeur et de travailler aussi sur la prise de confiance de chaque personne, de valoriser, un certain nombre d'éléments qu'ils ont eu faire ressortir un certain nombre de choses. Ça passe effectivement du conte, de l'oralité, ça passe aussi dans le système expressif rythmique, ça passe au niveau de l'expression corporelle, au niveau de l'expression théâtrale. En fonction de chaque public, je vais m'adapter. Là, c'est un public qui a des difficultés au niveau de la mobilité parce qu'ils sont vraiment en situation d'handicap, donc parce qu'ils ne se déplacent pas, il y a des non-voyants et tout ça. Donc on essaie de travailler sur effectivement le système émotif, la sensibilité et surtout l'écoute et l'observation, comme chez les enfants aussi. Donc ça se développe très bien chez eux. C'est une volonté. En fait, la musicothérapie devient, un élément à part entière de notre projet d'animation et donc projet d'établissement. Nous avons même répondu à un appel à projet au niveau de la conférence des financeurs, justement pour nous accompagner dans le financement de ce projet. Mais dans tous les cas, on continue et 2022, on l'a lancé, 2023, on continuera. Je suis extrêmement demandé dans tous les milieux actuellement parce que, surtout le milieu hospitalier, où on me demande beaucoup. Le milieu hospitalier, parce que je suis en train de créer une certaine émulation, parce qu'il y a une forte demande en fonction de la difficulté du système anxiogène. Maintenant, la société est difficile parce que moi, quand je vais en psychiatrie et que je vois comment ça se passe, je suis autant dévoué à me mettre en route pour pouvoir accompagner un certain nombre de personnes. Donc moi, je suis ouvert à tout cela et je suis prêt pour pouvoir élargir le projet et le continuer et le faire perdurer dans le temps. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.